Et sur la télévision africaine, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, le temps est au travail au Congo-Brazzaville. Face à la crise économique, le président de la République vient de présider justement le premier conseil de ministres de cette République. Principale instruction donnée aux membres du gouvernement, pas de départ au congé cette année. Il va falloir se concentrer surtout à la veille de cette mise en œuvre d'un programme économique avec le Fonds monétaire international. Les échos de ce premier conseil de ministres présentés dans cette édition du 20h. Le 20h, c'est également ces questions autour de la sécurité, notamment autour de l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire à Abidjan. L'ambassade du Cameroun est-elle menacée par ceux-là qui se sont déjà attaqués aux représentations diplomatiques au Canada et en Afrique du Sud? Les nouvelles qui viennent de ce côté tirent pratiquement une sonnette d'alarme. Le RDPC, à travers sa section, quelques ressortissants camerounais également viennent de se mobiliser pour repousser cette éventualité. À la une du journal également, la rentrée scolaire et l'opération Il faut sauver l'école qui est lancée dans le nord-ouest à Bamenda. Une opération conduite par le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massena Ngalebibé, qui est sur le terrain. Bamenda qui vivait encore une opération ville morte ce lundi avec la pluie, mais les parents d'élèves rencontrés par nos reporters disent tout leur engagement et toute leur volonté à voir l'école reprendre une vie normale en cette rentrée scolaire 2017-2018. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. On ouvre cette édition par des nouvelles qui viennent du Mali et cet engagement pris par les jeunes Maliens. Ils ont marre des attaques, ils ont marre des incidents enregistrés notamment dans la localité de Kidal avec des pertes énormes, y compris des pertes en vies humaines, mais également quelques attaques qui sont enregistrées à Bamako, la capitale. Ils ont décidé d'initier une marche qui porte un nom de baptême, trop, c'est trop. Pendant 15 jours, ils vont sensibiliser les populations sur l'importance de la stabilisation de la paix dans ce pays. Vanessa Bindi. Depuis quelques mois, le Mali fait face à de nombreux affrontements qui mettent à mal le pays, surtout dans les villes de Kidal et Bamako, qui connaissent une situation sécuritaire instable, d'où la mise sur pied d'une marche citoyenne pour la paix par le mouvement Trop c'est trop. Ce dernier, qui s'est illustré il y a quelques semaines dans la lutte contre le projet de réforme constitutionnelle, envisage d'aller plus loin en réunissant la jeunesse malienne autour de l'édification de la paix dans le pays. À cet effet, les membres de ce mouvement ont déjà contacté les groupes armés, le gouvernement ainsi que l'ONU, car pendant 15 jours, ils entendent faire régner la paix au Mali à travers ce rassemblement de sa jeunesse. Notons que cette caravane concerne tous les mouvements et organisations qui estiment que cette situation a trop duré et qu'il est temps d'installer et consolider la paix dans le pays. Bien que l'itinéraire de celle-ci soit difficile et qu'il ne dispose pas suffisamment de moyens financiers, plusieurs centaines de jeunes vont se retrouver à Bamako en fin septembre prochain. Les pays de la sous-région connaissent les mêmes problèmes liés au changement climatique. Le Cameroun, le Gabon, le Congo et autres veulent parler d'une même voix à l'approche de la COP23, la conférence internationale sur les changements climatiques. Cette conférence qui se tient au mois de novembre prochain en Allemagne est déjà en préparation. Et à Brazzaville, le Congo, les pays de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, viennent de se rassembler. Il est question justement d'arrêter les positions communes à aller présenter en Allemagne lorsque se tiendra cette COP 23. Jean-Pierre Noah. Les changements climatiques sont une réalité dans le monde et le continent africain reste celui qui subit le plus les effets de ce changement. Mais il faut inverser la tendance et la Commission des forêts d'Afrique centrale, par exemple, souhaite préserver le bassin du Congo. Et les membres de la dite commission ne se sont pas retrouvés ici à Brazzaville ce début de semaine par hasard. Là, la sous-région Afrique centrale est en train de se préparer pour dire qu'est-ce que nous irons dire là-bas, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, quelle est notre position pour contribuer à ce débat international. La sous-région compte donc faire entendre sa voix afin que la préservation de la forêt du bassin du Congo ne soit pas une simple vue de l'esprit. Ce qui est très mauvais, c'est aller aux négociations internationales et ne pas exprimer votre point de vue. Donc ici, l'exercice, c'est nous aider à élaborer notre stratégie, comment nous allons exprimer notre point de vue de façon à ce qu'il reflète dans les décisions de l'accord. Mais il se trouve également que le niveau d'engagement de la sous-région sur l'accord cadre de Paris reste assez timide sur le terrain. Les attentes de la rencontre de Brazzaville sont donc énormes compte tenu des enjeux. D'harmoniser les vues de tous les pays
pour qu'une position commune soit mise en place et l'affaire passer. Parce que ce n'est pas des négociations, mais c'est pour montrer qu'est-ce que vous faites, quelles sont les difficultés et comment faire, comment trouver solution à ces difficultés-là. Donc il faut avoir une position commune pour ne pas aller en eau dispersée. Après l'adoption de l'accord-cadre de Paris consacrant la réduction des gaz à effet de serre dans le monde à au moins 2%, certains pays sont restés réticents. Mais il faudra bien s'arrimer à la donne. Le changement climatique, ce n'est pas un phénomène de hasard, c'est vraiment un phénomène qui a des effets réels et il faut qu'on se mette pour trouver des solutions parce que c'est vraiment néfaste pour l'humanité. Comme pour dire que la protection de l'environnement reste une affaire de tous et la sous-région Afrique centrale comptait bien le faire savoir. Restons là-bas du côté du Congo-Brazzaville avec cet engagement du gouvernement congolais à travailler d'arrache-pied pour lutter contre la crise que le pays traverse en ce moment, mais également pour mettre dans des meilleures conditions possibles le programme économique qui est annoncé d'ici la fin d'année avec le Fonds monétaire international. Le gouvernement qui a été formé en fin de semaine dernière s'est rassemblé autour du président de la République, le premier conseil des ministres pour marquer justement cet engagement du Congo. Pas de temps à perdre. Il faut se mettre résolument au travail et l'une des premières résolutions au sortir de ce Conseil des ministres, c'est l'interdiction de départ en congé pour les membres du gouvernement qui n'ont pas également droit aux vacances. Pascal Ngagandiaï. Pas de vacances pour les membres du gouvernement Mwamba 2 qui sont appelés à se mettre immédiatement et résolument au travail. Telle est l'invite faite aux ministres par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lors du Conseil des ministres inaugural 4 jours après la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale, étant donné l'ampleur des défis qu'elle devra relever. Les membres du gouvernement devaient se mettre individuellement et collectivement, immédiatement au travail, et ce, sous sa supervision et sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement. Les discussions avec le Fonds monétaire international, l'élaboration de la loi des finances 2018 et au plan international, une grande implication de la diplomatie congolaise dans la résolution des crises que traverse le continent, figure parmi les grandes priorités du gouvernement. Le début des discussions avec le Fonds monétaire international et ce, courant septembre, mais aussi l'élaboration de la future loi de finances exercice 2018, élaboration rendue délicate du fait de la conjoncture financière et économique traversée par notre pays. Le rétablissement de la voie ferroviaire CFCO, la sécurisation de la route lourde Brazzaville-Pointe-Noire sont autant des défis à relever pour ce gouvernement voulu par le président de la République, efficace et porté sur l'action, le pays étant aujourd'hui dans l'urgence économique et financière. À cet effet, il a instruit Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en place un comité ministériel réunissant les départements compétents afin de résoudre cette question. Signalons que le président Denis Sassou Nguesso a eu en outre à instruire le gouvernement à prendre des mesures nécessaires afin que tout l'ensemble de l'édifice institutionnel et dont le processus de rénovation tend vers sa fin soit opérationnel. Également de formation du gouvernement et de travail du côté de Gabon. C'était également en formation du gouvernement la semaine dernière. Et le premier scandale vient d'être enregistré. Irène Patricia Boussamba, c'est son nom. Entrée au gouvernement il y a une semaine seulement. Elle est contrainte à démissionner aujourd'hui. Elle était ministre déléguée auprès du ministre d'État en charge du budget. Son nom serait cité dans le cadre des affaires de détournement de deniers publics, d'où cette démission pratiquement au forceps qui est enregistrée du côté de Libreville. Bertie Medio. Irène Patricia Boussamba n'aura pas le privilège de jouir de ses fonctions. Récemment nommée ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre du budget et des comptes publics, elle a été obligée de quitter le gouvernement. Son nom apparaît dans l'opération main propre dénommée Mamba, car elle semble être impliquée dans une affaire de détournement de biens publics. Cette dernière a déjà été entendue par les enquêteurs dans l'affaire liée à Guido Santuyo, un riche homme italien qui aurait soudoyé plusieurs hauts cadres pour décrocher des marchés publics. Avant sa nomination, Irène Patricia Boussamba occupait les fonctions de secrétaire particulière de l'ancien ministre du budget, Magloire Ngambia, actuellement en prison. Ce poste de secrétaire aurait permis à Boussamba de bénéficier des faveurs qui lui ont valu une audition pour les enquêteurs de la Direction générale de recherche.
Autre sujet d'actualité, nous le disions déjà dans les titres de ce journal, l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire serait-elle menacée par ceux considérés comme défendant la cause dite anglophone et considérés par le gouvernement au Cameroun comme quelques vandales qui menaceraient de s'attaquer également à cette représentation diplomatique. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, parti au pouvoir au Cameroun à travers sa section abidjanaise, prend au sérieux ces différentes menaces, y compris quelques ressortissants camerounais qui viennent de se mobiliser pour repousser cette éventualité. Mathieu Wamba. La commune de Makori à Abidjan a été le lieu de rencontre entre les militants de la section RDPC de Côte d'Ivoire et les Camerounais de la diaspora ouest-africaine vendredi 25 août dernier. Les vandales qui viendraient ici en Côte d'Ivoire pour saccager notre représentation diplomatique et brûler les emblèmes de notre pays. Alors, nous avons discuté de ce point, débattu, et il a été décidé de mettre en place un comité de vigilance. Au menu, plusieurs problèmes portés à la connaissance des autorités, mais surtout l'évaluation de la menace qui plane sur les locaux de l'ambassade du Cameroun 6 à Abidjan Plateau. Après les actes de vandalisme qu'ont connus les locaux de Ottawa et Pretoria, la colonie camerounaise a décidé de saisir le taureau par les cornes en mettant en place des comités de vigilance pour protéger les symboles de la République et veiller ainsi à l'unité nationale au-delà de nos frontières. Longtemps stigmatisée, la diaspora camerounaise de Côte d'Ivoire a voulu rappeler à l'opinion qu'elle est mieux placée pour parler des divisions et des conséquences d'une guerre civile qui aboutirait à une partition du Cameroun, pour avoir elle-même vécu cette situation dans son pays d'accueil pendant la crise post-électorale de 2011. Les participants à cette rencontre en ont profité pour exiger des mesures de réciprocité en ce qui concerne la carte de séjour, dont le coût s'élèvera à 300 000 francs à partir du 30 août prochain pour les Camerounais, contre 120 000 francs pour les Ivoiriens vivant au Cameroun. Mesure qu'ils trouvent disproportionnée et que l'ambassadeur du Cameroun qu'ils entendent rencontrer bientôt devrait en discuter avec qui de droit. Que s'est-il finalement passé à Bafia? La question est posée depuis ce matin. Des sources indiquent que des traces de sang auraient été retrouvées dans l'église, laquelle église accueille depuis quelques semaines maintenant la dépouille de Monseigneur Bala, du sang qui aurait été prélevé pour des examens ultérieurs. Les autorités administratives refusent de se prononcer. Nos équipes sont encore actuellement sur le terrain pour essayer de savoir exactement de quoi il s'agit du côté de Bafia. Et le décès de Monseigneur Bala a été abordé ce matin dans un entretien exclusif accordé au bi-hebdomadaire L'Anecdote par Monseigneur Victor Tonier Bakot, l'archevêque de Yaoundé démissionnaire, qui a décidé de s'exprimer autour de cette question dans cet entretien proposé par le journal L'Anecdote ce matin. Il s'arrête également sur le débat de l'heure, le célibat des prêtres, mais également beaucoup d'autres sujets d'actualité. On peut retenir dans cet entretien cette position ferme. Le prêtre ne doit pas se marier. Salamatou Badian a parcouru cet entretien. Un prêtre, ça ne se marie pas. Monseigneur Victor Tonier Bakot est catégorique quant au célibat des hommes de Dieu. L'archevêque émérite de l'archidiocèse de Yaoundé, démissionnaire, répond à l'affaire d'un prêtre suspendu il y a quelques semaines pour avoir contracté 2 mariages dans le diocèse d'Obala, dans la région du centre Cameroun. Pour lui, le prêtre n'a de vie que celle du Christ et ne pourrait porter 2 croix à la fois en référence au sacerdoce et au mariage. Des positions exprimées dans un entretien exclusif accordé au bi-hebdomadaire L'Anecdote. Parmi les sujets, il y a également le décès controversé de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'archevêque émérite ne cache pas son désarroi face aux déclarations aussi contradictoires que saugrenues, des calomnies et d'accusations ayant trait aux réelles causes de la mort de l'évêque et le tapage médiatique observé tout autour, pour reprendre ses propos. Même si, sur ses lèvres, Monseigneur Victor Tonier Bakot laisse échapper la thèse de l'assassinat. Néanmoins, il s'interroge en ces termes: qui, quel groupe, quelle catégorie de personnes pourrait attenter à la vie d'un pasteur que j'ai connu? Car l'archevêque démontre entre ses lignes les bonnes relations qu'il entretenait avec l'évêque disparu. Il appelle à cet effet à plus de prières que de paroles qui ne sauvent pas. Par ailleurs, s'exprimant sur les ecclésioles ou églises dites réveillées qui ont le vent en poupe, Monseigneur Victor Tonier Bakot regrette que les églises ne soient plus fidèles à Jésus. Conséquence, les chrétiens catholiques et autres s'en vont chercher ailleurs. Autant de sujets qui mettent en mal l'église catholique.
et à l'archevêque émérite de prescrire la mise en œuvre de tous moyens nécessaires pour que l'Église retrouve sa crédibilité et que ses ministères reviennent à l'essentiel, l'amour du Christ. Entretien exclusif à lire donc dans les colonnes du billet hebdomadaire, l'anecdote qui est dans les kiosques depuis ce matin. Et l'opération « Il faut sauver l'école » dans le nord-ouest et le sud-ouest est engagée depuis ce matin à Bamenda. C'est le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massina Ngale Bibé, qui conduit cette campagne qui en fait est une campagne de mobilisation ou de remobilisation de la communauté éducative afin de permettre le retour aux classes à la rentrée qui est annoncée pour le 4 septembre prochain. Bamenda, la délégation est arrivée cet après-midi. C'est une pluie qui a accueilli la délégation. Une pluie également qui cachait mal l'opération Ville Morte qui se poursuit de ce côté. Les parents d'élèves rencontrés quand même par nos équipes appellent au retour de la vie éducative dans cette partie du pays. Norbert Ebodé est à Bamenda. Ville fantôme il y a quelques mois, Bamenda change peu à peu son visage, malgré le ghost town d'entendre Ville Morte, encore observé non plus 3 fois par semaine, comme par le passé, mais une seule fois ça va le lundi uniquement. À une semaine de la prochaine rentrée, les parents rencontrés au détour des rues, fortement arrosés par dents pluie ce 28 août, caressent tous ou presque le rêve d'un retour à la normale comme par le passé. Si vous dites que les enfants vont aller à l'école, ils vont aller. Nous, on veut que la paix pour que les enfants fréquentent. Parce que c'est notre bâton de demain. Pour les enfants, si ça passe, bon, c'est bien. Si ce n'est pas passé, je ne peux pas dire. Si Dieu fait que ça marche demain, pas de problème. Dans certains établissements confessionnels, par contre, comme dans le département du Buis, les élèves ont commencé les cours de rattrapage le 7 août dernier. Question d'avoir un bon niveau dès le démarrage de la prochaine rentrée prévue le 4 septembre prochain. C'est donc dans ce climat de décrispation des tensions sociales que le ministre des Enseignements secondaires séjourne dans la ville de Bamenda depuis cet après-midi du 28 août 2017. Au cours de ce séjour qui court jusqu'au 30 août prochain, le patron des enseignements secondaires a un seul objectif, à savoir remobiliser toute la communauté éducative de la région du Nord-Ouest avant la prochaine étape à Bouya, les 30 et 1er septembre prochains. Et c'est d'ailleurs dans le sud-ouest qu'aura lieu le lancement officiel de cette rentrée scolaire. Ce sera le 4 septembre prochain, toujours par les soins du ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massina Ngale Bibé. Dans notre série consacrée justement à la rentrée scolaire, elle se prépare. Les parents commencent déjà à se bousculer pour l'acquisition des fournitures scolaires. Ceux qui ne vont pas en librairie prennent la direction de la librairie du Poteau qui survit toujours. Et derrière, ces livres se cachent les promoteurs de ces librairies du Poteau. Ce sont des vendeurs qui proposent toute catégorie de livres. Mais notre rédaction s'est intéressée justement au profil de ces vendeurs. Certains y ont passé plus de 10 ans. Ils sont généralement diplômés de l'enseignement supérieur, déçus, disent-ils, par le système, peut-être également déçus par les concours administratifs. Ils ont loupé ces concours pendant plusieurs échéances avant de se retrouver au Poteau. Florence Zanga nous présente le profil de ces vendeurs, la librairie du Poteau. Christian Charles Abena, 43 ans, mari et père de 4 enfants et vendeur de livres au Poteau ici au Carrefour Mvorumbi. Tous les matins dès 7 h, il est présent et est l'un des plus anciens de ce milieu d'achat et d'échange de livres scolaires pour avoir passé près de 20 ans après ses études. Je me suis retrouvé ici après avoir fait mes études. J'ai cherché les concours, je n'ai pas vu. C'est un ami qui était déjà installé depuis des années qui m'a montré la filière. Il n'a pas eu de chance d'accéder à la fonction publique malgré son profil académique qui fait de lui une des personnes ressources de son secteur vers qui certains parents trouvent quelquefois une orientation pour l'achat d'un livre. J'ai eu un bac A4 espagnol, 2 ans d'université, et puis je me suis retrouvé. Je n'ai pas pu continuer à cause de beaucoup de problèmes de famille, tout ce que vous pouvez imaginer. Robert Yorkbach, lui, a déjà passé 30 ans comme vendeur au Poteau. Il lit en moyenne 2 livres par semaine et est titulaire d'une licence en sciences sociales. Ajouté à son expérience, cela lui permet d'avoir une meilleure lecture des contenus des livres à proposer aux clients. Il y a déjà cette expérience. Il y a aussi le fait qu'avec beaucoup de temps qu'on a devant nous, on se retrouve à feuilleter, à lire, même dans nos heures perdues. Bon, si bien qu'avant de proposer même certains documents aux clients, je sais déjà même le contenu. Ils sont à cette occasion
comme des repères pour des parents et même des enseignants. Il faut connaître d'abord ce que tu vois. Même le manuel scolaire, il faut bien expliquer aux parents ce qui se trouve à l'intérieur. Vous savez, s'intéresser au niveau intellectuel, la personne ne sait pas comment le juger. Il suffit qu'il s'exprime et qu'il essaie d'expliquer la matière dont on a besoin. Des vraies bibliothèques humaines, riches en connaissances, pourtant négligées, qui ne demandent qu'à être encadrées. Dans cette édition également, on va vous présenter tout à l'heure le mois d'août qui est présenté comme un mois spécialement meurtrier au Cameroun, mais également la rentrée des programmes qui s'annoncent à la radio et à la télévision nationale avec la radio des icônes qui a commencé. Le journal d'aujourd'hui, celui de 13h, était présenté par Jean-Claude Autou. Nos équipes sont allées voir comment il s'en sort, ce journaliste qui a abandonné le micro depuis une trentaine d'années maintenant. Mais le temps de parler de la sécurité en cette période de rentrée scolaire dans les agences de voyage, on apprend que des mesures ont été prises par les responsables afin de limiter les accidents et les conséquences, étant donné justement que de nombreux élèves ont commencé les mouvements, les déplacements pour retrouver leur lieu d'école, on va le dire ainsi. Comment ça s'organise dans les agences de voyage? C'est dans ce reportage. À cette veille de la rentrée scolaire 2017-2018, les agences de voyage sont prises d'assaut au quotidien par les parents, jeunes élèves vers diverses destinations. Dès 6 h du matin, des rangs en file d'indienne se forment devant les guichets afin d'entrer en possession d'un ticket qui donne ainsi accès au bus. Une affluence qui semble trouver des raisons chez les passagers. On voyage le plus souvent, c'est pour aller inscrire les enfants. D'autres, c'est pour les accompagner. C'est mieux d'inscrire son enfant. Parce qu'à la dernière minute, j'ai préféré déménager de l'Est pour Yaoundé. Et je me suis retrouvée coincée. Il fallait qu'à la dernière minute que j'aille chercher ses effets. Embarquement fait, place au dernier réglage. Les instructions sont dès lors données par les chefs d'agence pour une prise de conscience et une meilleure conduite sur la route, car l'heure est plus que jamais à la prudence au vu de nombreux accidents de circulation enregistrés ces derniers mois au Cameroun. Nos chauffeurs roulent de 80 à 90 km/h. À chaque départ, nous faisons un contrôle systématique de nos véhicules. C'est pour ça que vous constatez que nos bus ne tombent jamais en panne. Toutefois, certains manquements sont décriés par les usagers en dépit des efforts fournis par les agences. Je ne suis pas satisfait parce que, pour ma part, on devait faire un chargement au fil des lots. C'est-à-dire, dès que vous réceptionnez votre ticket, vous devez normalement aller prendre une place dans le bus. Le temps, c'est de l'argent. Une situation qui ne tarderait pas à revenir à l'ordre si toutes les mesures de sécurité prises par les responsables sont respectées. Et ils voyagent par autobus, ils empruntent généralement l'axe Lour-Douala à Yaoundé. Dans d'autres parties du pays, il n'y a même pas d'autobus parce que pas de route et pas de pont. C'est le cas dans la localité de Ngoro. Allons dans les profondeurs du Mbam. C'est pratiquement sur le fleuve Mbam justement qu'est installé ce bac. C'est un pont flottant entre le Mbam-Enou et le Mbam-Ekim. Les activités ont pratiquement redoublé en cette période de rentrée scolaire sur cette machine qui peut supporter jusqu'à 80 tonnes, mais qui parfois se retrouve avec des charges parfois inquiétantes. Comment ça se passe, la traversée sur ce bac du côté de Ngoro? Mélanie Bibanga. Petit village situé à 12 km de la ville de Bafia, ici c'est Biachota. De l'autre côté de la rive du fleuve Mbam, c'est le village Guérima de l'arrondissement de Goro. Dans cette localité, les deux principales activités des populations sont l'agriculture et la pêche. À quelques jours de la rentrée scolaire, les activités tout autour de ce fleuve sont florissantes. Le chargement de ce bac, principal moyen utilisé pour la traversée, témoigne à coup sûr l'intense trafic qui s'y déroule. Les parents d'élèves acheminent leurs produits vivriers vers la ville de Bafia pour la commercialisation. À Biachota et à Guérima, le respect des règles préétablies pour le bon fonctionnement du bac est un impératif. Les activités se déroulent en deux phases, c'est-à-dire nous avons aussi deux groupes. Nous avons le groupe A et le groupe B. Un groupe a une semaine. Les prix pour la traversée des engins roulants varient en fonction du poids de ces derniers. La traversée se situe en trois catégories. Les voitures de plus de 3 tonnes 5 payent 2500 chargées au vide. Et les voitures de moins de 3 tonnes 5 payent 500 francs chargées au vide. Et les motos payent 100 francs. Hormis le bac, il y a les pirogues à moteur qui assurent exclusivement le transport des personnes. Et une fois la terre ferme franchie,
Les personnes et certaines marchandises sont conduites vers la ville par les motos. Et là, c'est le parcours du combattant. Les riverains interpellent d'ailleurs les autorités administratives pour le désenclavement de cette localité. Ainsi va la vie à Biachota et à Guérima en cette veille de rentrée scolaire. Le quotidien Le Jour ce matin indiquait que trop c'est trop face aux accidents de la circulation qui sont enregistrés ces derniers temps au Cameroun pour le seul mois d'août qui est en cours. On parle d'une centaine de morts sur les routes au Cameroun. Les causes sont multiples. Les conséquences également, ces chiffres pour ce qui est du matériel, à des milliards de francs CFA, à côté naturellement des pertes en vies humaines qui commencent à susciter de nombreuses réactions au Cameroun. Nathan Amougou. Le 8e mois de l'année de grâce 2017 s'est défini comme le mois le plus meurtrier sur nos routes au Cameroun. Le coup d'envoi de cette longue série noire a été donné le 2 août 2017 dans la région du centre, département de la Léquier. Nous sommes à Obala lors des obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Plusieurs autres accidents sont survenus dans les autres régions. Le 4 août dernier, notamment dans le département du Konki, non loin de Banjoum, un bus de transport en commun parti de Yaoundé pour la région de l'Ouest rentre en collision avec un camion. Bilan, 7 morts et de nombreux blessés graves. Vendredi 11 août dernier, 13 Camerounais ont péri sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, tandis que dans la région du sud-ouest, les populations ont assisté le 19 août à Mouyouka à une scène mortifère des plus inhabituelles. 20 morts sur le carreau. Le 20 août, ce fut au tour de la région du littoral, à Douala, au lieu dit Adjib, de vivre le même scénario. La région de la Damawa n'a pas été épargnée. Triste souvenir, le 21 août dernier, à Ngaoundéré, au lieu dit Falaise. Le virus de ces accidents touche également la région de l'Est. Le 23 août, sur l'axe Abombang-Ayos, Dibombari, département du Mungo, région du littoral, est encore témoin d'un massacre. Ce samedi, 9 morts dans un accident de circulation à Bomono. 10 morts sur l'axe Mbalmayo-Mengeme, dans le département du Nyong-Issou, toujours ce week-end. Ces statistiques, qui font état d'une soixantaine de morts toutes les 2 semaines, nous amènent à saisir le taureau par les cornes et poser un diagnostic sérieux sur ce qu'on appelle désormais Cameroun, les routes qui tuent. Et la rédaction de Vision 4 qui va ouvrir une série sur l'autopsie des accidents de la circulation dans notre pays. À partir de ce soir, vous verrez des images, vous écouterez des spécialistes sur les lois de la circulation, mais également la formation en conduite automobile dans notre pays. C'est la rubrique des faits de société, appelée par certains faits divers, qui a pris ainsi de l'ampleur dans notre pays. Les médias annoncent au quotidien, et parlant justement des médias, c'était un rendez-vous annoncé par la radio nationale, ce que la radio nationale a appelé la semaine des icônes, qui amène aux antennes certaines vieilles gloires du micro au Cameroun. Au poste national de la CRTV, c'était Jean-Claude Autou qui était annoncé pour le journal de 13h. Il a quitté ce rôle depuis une trentaine d'années. Maintenant, nos équipes sont allées vivre cette rentrée pas comme les autres. Ce n'était pas facile, ce retour pour Jean-Claude Autou. RDD Boandébé. Ce matin, à la conférence de rédaction du poste national, ambiance de retrouvailles. Retour sur le terrain professionnel pour reporter d'hier. La vieille garde, IHSE, la génération de la radio Cameroun et celle qui a vécu la transition de la CTV à la CRTV. Et des jeunes loups aux dents longues s'abreuvent à la grosse expérience. Le 13h de ce lundi porte l'estampille de Jean-Claude Autou. Lui, si bien encadré par le directeur de l'information et les rédacteurs en chef. Côté montage, ça bouge avec les correspondances des régions. Là-bas, Michael FM Belingandono accompagne les jeunes. Alain Belibi veille. Le temps presse. Charles Ndongo arrive en studio à 3 minutes du début du journal. Le décor se met en place pour une édition spéciale avec l'arrivée de la grande équipe de présentation. C'est l'heure du 13h. Le ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, informe. Comme en 1983, voici Jean-Claude Autou. Retour à l'antenne pour les icônes, Abel Bengue, François-Marc Modjom, des voix de doyens pour se souvenir de ce passé glorieux de la radiodiffusion au Cameroun. Le 13h s'achève
avec ce sentiment, on dirait mitigé. Que personne ne vous trompe, chaque fois qu'un journaliste, en tout cas moi, chaque fois que je suis descendu à l'antenne, j'ai toujours eu le trac. Mais comme on dit, c'est le bon trac, c'est normal, c'est le stress, on anticipe et on se dit est-ce que ça va bien se passer. Je ne sais d'ailleurs pas si ça s'est bien passé. Si j'avais eu à recommencer, il y a plein de choses que j'aurais changées. Je ne sais pas si ça s'est bien passé, c'est aux auditeurs de trancher. Passer le temps du stress et un peu une légère angoisse, je crois que le studio nous a dépouillés de tout cela et on s'est jeté dans l'eau. La stratégie de retour à l'antenne des icônes n'est qu'à son premier jour. Inutile donc de prendre le bic rouge pour faire la correction. C'est une vieille idée en réalité qui tardait à se concrétiser. Les circonstances se sont réunies pour nous permettre d'avoir Jean-Claude Auto au journal qui est, comme chacun d'entre nous, journaliste peut le dire, un maître à la matière. Et demain d'autres voix qui ont fait du pur égal de la radiodiffusion seront à l'honneur. Jean-Claude Ndi, Jean-Pierre Nzana, Jean Atangana, que de gens choisis pour une rentrée des programmes. Parlons de cette lutte contre le grand banditisme au Cameroun et ce coup de fil, la gendarmerie nationale du côté de Douala. Pas moins de 9 présumés malfrats viennent d'être rattrapés. Ils sont soupçonnés d'être des auteurs de nombreux cas de braquage et d'agression. Ils sont âgés entre 19 et 36 ans et devront répondre de ces différents chefs d'accusation. Edmond Foutué. C'est la grande saison des pluies à Douala et les sans-foi ni loi profitent du profond sommeil des populations pour accomplir leurs sales besognes. Mais cela ne sera plus le cas désormais. La gendarmerie nationale est prête. Elle vient d'ailleurs de mettre la main sur 9 présumés voleurs appartenant à un gang de 12. Et parmi les 9, on retrouve 7 hommes et 2 femmes. Ils sont spécialistes des braquages à domicile et agressions dans la ville. Ils utilisent des tenues des forces de l'ordre avec des vraies armes à feu. Selon le commandant de la Légion de gendarmerie, les faits remontent au 8 juillet 2017 dernier. Lorsqu'un professeur d'université résidant à Douala a été victime d'un braquage à son domicile, les malfaiteurs lui ont arraché argent et téléphone. Au reçu de cette information, nous avons pu mettre sur pied une cellule qui est dirigée ici par moi-même. Les recherches ont pu aboutir un mois plus tard à l'arrestation d'un groupe de malfaiteurs qui sont devant vous là, porteurs d'armes et de quelques téléphones qui ont été pris chez ce monsieur. Nous avons pu également, à la suite de cette arrestation, mettre la main sur un autre groupe qui, celui-là, est spécialisé dans le braquage de motos. Sur eux, nous avons trouvé un PA Beretta avec quelques munitions. 3 de leurs complices sont encore en cavale. Après la mise à jour des procédures, ils seront présentés ce lundi devant le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Douala. Fin de cette édition du 20h sur la télévision africaine. Le prochain grand rendez-vous 21h comme tous les lundis avec le débat chrétien qui sera naturellement présenté par Thomas Mbega. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne de télévision. Bonne soirée à tous. Le pays étant aujourd'hui dans l'urgence économique et financière. À cet effet, il a instruit Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en place un comité ministériel réunissant les départements compétents afin de résoudre cette question. Signalons que le président Denis Sassou Nguesso a eu en outre à instruire le gouvernement à prendre des mesures nécessaires afin que tout l'ensemble de l'édifice institutionnel et dont le processus de rénovation tend vers sa fin soit opérationnel. Également de formation du gouvernement et de travail du côté de Gabon. C'était également en formation du gouvernement la semaine dernière. Et le premier scandale vient d'être enregistré. Irène Patricia Boussamba, c'est son nom. Entrée au gouvernement il y a une semaine seulement. Elle est contrainte à démissionner aujourd'hui. Elle était ministre déléguée auprès du ministre d'État en charge du budget. Son nom serait cité dans le cadre des affaires de détournement de deniers publics, d'où cette démission pratiquement au forceps qui est enregistrée du côté de Libreville. Bertie Medio. Irène Patricia Boussamba n'aura pas le privilège de jouir de ses fonctions.
Récemment nommée ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, elle a été obligée de quitter le gouvernement. Son nom apparaît dans l'opération main propre dénommée Mamba, car elle semble être impliquée dans une affaire de détournement de biens publics. Cette dernière a déjà été entendue par les enquêteurs dans l'affaire liée à Guido Santuyo, un riche homme italien qui aurait soudoyé plusieurs hauts cadres pour décrocher des marchés publics. Avant sa nomination, Irène Patricia Mboussomba occupait les fonctions de secrétaire particulière de l'ancien ministre du Budget, Magloire Ngambia, actuellement en prison. Ce poste de secrétaire aurait permis à Mboussomba de bénéficier des faveurs qui lui ont valu une audition pour les enquêteurs de la Direction générale de recherche. Autre sujet d'actualité, nous le disions déjà dans les titres de ce journal, l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire serait-elle menacée par ceux considérés comme défendant la cause dite anglophone et considérés par le gouvernement au Cameroun comme quelques vandales qui menaceraient de s'attaquer également à cette représentation diplomatique. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, parti au pouvoir au Cameroun à travers sa section abidjanaise, prend au sérieux ces différentes menaces, y compris quelques ressortissants camerounais qui viennent de se mobiliser pour repousser cette éventualité. Mathieu Wamba. La commune de Makori à Abidjan a été le lieu de rencontre entre les militants de la section RDPC de Côte d'Ivoire et les Camerounais de la diaspora ouest-africaine vendredi 25 août dernier. Les vandales qui viendraient ici en Côte d'Ivoire pour saccager notre représentation diplomatique et brûler les emblèmes de notre pays. Alors, nous avons discuté de ce point, débattu, et il a été décidé de mettre en place un comité de vigilance. Au menu, plusieurs problèmes portés à la connaissance des autorités, mais surtout l'évaluation de la menace qui plane sur les locaux de l'ambassade du Cameroun 6 à Abidjan Plateau. Après les actes de vandalisme qu'ont connus les locaux de Ottawa et Pretoria, la colonie camerounaise a décidé de saisir le taureau par les cornes en mettant en place des comités de vigilance pour protéger les symboles de la République et veiller ainsi à l'unité nationale au-delà de nos frontières. Longtemps stigmatisée, la diaspora camerounaise de Côte d'Ivoire a voulu rappeler à l'opinion qu'elle est mieux placée pour parler des divisions et des conséquences d'une guerre civile qui aboutirait à une partition du Cameroun, pour avoir elle-même vécu cette situation dans son pays d'accueil pendant la crise post-électorale de 2011. Les participants à cette rencontre en ont profité pour exiger des mesures de réciprocité en ce qui concerne la carte de séjour, dont le coût s'élèvera à 300 000 francs à partir du 30 août prochain pour les Camerounais, contre 120 000 francs pour les Ivoiriens vivant au Cameroun. Mesure qu'ils trouvent disproportionnée et que l'ambassadeur du Cameroun qu'ils entendent rencontrer bientôt devrait... Fortement arrosé par dents pluie ce 28 août, caresse tous ou presque le rêve d'un retour à la normale comme par le passé. Si vous dites que les enfants vont aller à l'école, ils vont aller. Nous on veut que la paix pour que les enfants fréquentent. Parce que c'est notre bâton de demain. Pour les enfants, si ça passe, bon, c'est bien. Si ce n'est pas passé, je ne peux pas dire. Si Dieu fait que ça marche demain, pas de problème. Dans certains établissements confessionnels, par contre, comme dans le département du Buis, les élèves ont commencé les cours de rattrapage le 7 août dernier. Question d'avoir un bon niveau dès le démarrage de la prochaine rentrée prévue le 4 septembre prochain. C'est donc dans ce climat de décrispation des tensions sociales que le ministre des Enseignements secondaires séjourne dans la ville de Bamenda depuis cet après-midi du 28 août 2017. Au cours de ce séjour qui court jusqu'au 30 août prochain, le patron des enseignements secondaires a un seul objectif, à savoir remobiliser toute la communauté éducative de la région du Nord-Ouest avant la prochaine étape à Bouya, les 30 et 1er septembre prochains. Et c'est d'ailleurs dans le sud-ouest qu'aura lieu le lancement officiel de cette rentrée scolaire. Ce sera le 4 septembre prochain, toujours par les soins du ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massena Ngale-Bibé. Dans notre série consacrée justement à la rentrée scolaire, elle se prépare. Les parents commencent déjà à se bousculer pour l'acquisition des fournitures scolaires. Ceux qui ne vont pas en librairie prennent la direction de la librairie du Poteau qui survit toujours. Et derrière, ces livres
livres se cachent les promoteurs de ces librairies du poteau. Ce sont des vendeurs qui proposent toute catégorie de livres. Mais notre rédaction s'est intéressée justement au profil de ces vendeurs. Certains y ont passé plus de 10 ans. Ils sont généralement diplômés de l'enseignement supérieur, dessus, disent-ils, par le système, peut-être également dessus par les concours administratifs. Ils ont loupé ces concours pendant plusieurs échéances avant de se retrouver au poteau. Florent Zanga nous présente le profil de ces vendeurs, la librairie du poteau. Christian Charles Abena, 43 ans, marié et père de 4 enfants et vendeur de livres au poteau ici au Carrefour Mvorumbi. Tous les matins dès 7 heures, il est présent et est l'un des plus anciens de ce milieu d'achat et d'échange de livres scolaires pour avoir passé près de 20 ans après ses études. Je me suis retrouvé ici après avoir fait mes études. J'ai cherché les concours, je n'ai pas vu. C'est un ami qui était déjà installé depuis des années qui m'a montré la filière. Il n'a pas eu de chance d'accéder à la fonction publique malgré son profil académique qui fait de lui une des personnes ressources de son secteur vers qui certains parents trouvent quelquefois une orientation pour l'achat d'un livre. J'ai eu un bac A4 espagnol, 2 ans d'université et puis je me suis retrouvé. Je n'ai pas pu continuer à cause de beaucoup de problèmes de famille, tout ce que vous pouvez imaginer. Robert Yorkbach, lui, a déjà passé 30 ans comme vendeur au poteau. Il lit en moyenne 2 livres par semaine et est titulaire d'une licence en sciences sociales. Ajouté à son expérience, cela lui permet d'avoir une meilleure lecture des contenus des livres à proposer aux clients. Il y a déjà cette expérience. Il y a aussi le fait qu'avec beaucoup de temps qu'on a devant nous, on se retrouve à feuilleter, à lire, même dans nos heures perdues. Bon, si bien qu'avant de proposer même certains documents aux clients, je sais déjà même le contenu. Ils sont à cette occasion comme des repères pour des parents et même des enseignants. Il faut connaître d'abord ce que tu vends. Même le manuel scolaire, il faut bien expliquer aux parents ce qui se trouve à l'intérieur. Vous savez, s'intéresser au niveau intellectuel, la personne ne sait pas comment le juger. Il suffit qu'il s'exprime et qu'il essaie d'expliquer la matière dont on a besoin. Des vraies bibliothèques humaines, riches en connaissances, pourtant négligées, qui ne demandent qu'à être encadrées. Dans cette édition également, on va vous présenter tout à l'heure le mois d'août qui est présenté comme un mois spécialement meurtrier au Cameroun, mais également la rentrée des programmes qui s'annoncent à la radio à la 23. Jean-Pierre Noah. Les changements climatiques sont une réalité dans le monde et le continent africain reste celui qui subit le plus les effets de ce changement. Mais il faut inverser la tendance et la Commission des forêts d'Afrique centrale, par exemple, souhaite préserver le bassin du Congo. Et les membres de la dite commission ne se sont pas retrouvés ici à Brazzaville ce début de semaine par hasard. Là, la sous-région Afrique centrale est en train de se préparer pour dire qu'est-ce que nous irons dire là-bas, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, quelle est notre position pour contribuer à ce débat international. La sous-région compte donc faire entendre sa voix afin que la préservation de la forêt du bassin du Congo ne soit pas une simple vue de l'esprit. Ce qui est très mauvais, c'est aller aux négociations internationales et ne pas exprimer votre point de vue. Donc ici, l'exercice, c'est nous aider à élaborer notre stratégie, comment nous allons exprimer notre point de vue de façon à ce qu'il reflète dans les décisions de l'accord. Mais il se trouve également que le niveau d'engagement de la sous-région sur l'accord cadre de Paris reste assez timide sur le terrain. Les attentes de la rencontre de Brazzaville sont donc énormes compte tenu des enjeux. D'harmoniser les vues de tous les pays pour qu'une position commune soit mise en place et l'affaire passer, parce que ce n'est pas des négociations, mais c'est pour montrer qu'est-ce que vous faites, quelles sont les difficultés et comment faire, comment trouver solution à ces difficultés-là. Donc il faut avoir une position commune pour ne pas aller en eau dispersée. Après l'adoption de l'accord cadre de Paris consacrant la réduction des gaz à effet de serre dans le monde à au moins 2%, certains pays sont restés réticents. Mais il faudra bien s'arrimer à la donne. Le changement climatique, ce n'est pas un phénomène de hasard, c'est vraiment un phénomène qui a des effets réels et il faut qu'on se mette pour trouver des solutions parce que c'est vraiment néfaste pour l'humanité. Comme pour dire que la protection de l'environnement reste une affaire de tous et la sous-région Afrique centrale compte bien le faire savoir.
Restons là-bas du côté du Congo-Brazzaville avec cet engagement du gouvernement congolais à travailler d'arrache-pied pour lutter contre la crise que le pays traverse en ce moment, mais également pour mettre dans des meilleures conditions possibles le programme économique qui est annoncé d'ici la fin d'année avec le Fonds monétaire international. Le gouvernement qui a été formé en fin de semaine dernière s'est rassemblé autour du président de la République, le premier conseil des ministres pour marquer justement cet engagement du Congo. Pas de temps à perdre. Il faut se mettre résolument au travail et l'une des premières résolutions au sortir de ce Conseil des ministres, c'est l'interdiction de départ en congé pour les membres du gouvernement qui n'ont pas également droit aux vacances. Pascal Ngagandiaï. Pas de vacances pour les membres du gouvernement Mwamba II, qui sont appelés à se mettre immédiatement et résolument au travail. Telle est l'invite faite aux ministres par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lors du Conseil des ministres inaugural 4 jours après la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale, étant donné l'ampleur des défis qu'elle devra relever. Les membres du gouvernement devaient se mettre individuellement et collectivement, immédiatement au travail, et ce, sous sa supervision et sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement. Les discussions avec le Fonds monétaire international, l'élaboration de la loi des finances 2018 et au plan international, une grande implication de la diplomatie congolaise dans la résolution des crises que traverse le continent figurent parmi les grandes priorités du gouvernement. Le début des discussions avec le Fonds monétaire international et ce, courant septembre, mais aussi l'élaboration de la future loi de finances exercice 2018, élaboration rendue délicate du fait de la conjoncture financière et économique traversée par notre pays. Le rétablissement de la voie ferroviaire CFCO, la sécurisation de la route lourde Brazzaville-Pointe-Noire sont autant de défis à relever pour ce gouvernement voulu par le président de la République, efficace et porté sur l'action. Sur la télévision africaine, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, le temps est au travail au Congo-Brazzaville face à la crise économique. Le président de la République vient de présider justement le premier conseil de ministres de cette République. Principale instruction donnée aux membres du gouvernement, pas de départ au congé cette année. Il va falloir se concentrer surtout à la veille de cette mise en œuvre d'un programme économique avec le Fonds monétaire international. Les échos de ce premier conseil de ministres présentés dans cette édition du 20h. Le 20h, c'est également ces questions autour de la sécurité, notamment autour de l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire à Abidjan. L'ambassade du Cameroun est-elle menacée par ceux-là qui se sont déjà attaqués aux représentations diplomatiques au Canada et en Afrique du Sud? Les nouvelles qui viennent de ce côté tirent pratiquement une sonnette d'alarme. Le RDPC, à travers sa section, quelques ressortissants camerounais également viennent de se mobiliser pour repousser cette éventualité. À la une du journal également, la rentrée scolaire et l'opération Il faut sauver l'école qui est lancée dans le nord-ouest à Bamenda. Une opération conduite par le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massina Galébibé, qui est sur le terrain. Bamenda qui vivait encore une opération ville morte ce lundi avec la pluie, mais les parents d'élèves rencontrés par nos reporters disent tout leur engagement et toute leur volonté à voir l'école reprendre une vie normale en cette rentrée scolaire 2017-2018. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. On ouvre cette édition par des nouvelles qui viennent du Mali et cet engagement pris par les jeunes Maliens. Ils ont marre des attaques, ils ont marre des incidents enregistrés notamment dans la localité de Kidal avec des pertes énormes, y compris des pertes en vies humaines, mais également quelques attaques qui sont enregistrées à Bamako, la capitale. Ils ont décidé d'initier une marche qui porte un nom de baptême, trop, c'est trop. Pendant 15 jours, ils vont sensibiliser les populations sur l'importance de la stabilisation de la paix dans ce pays. Vanessa Bindi. Depuis quelques mois, le Mali fait face à de nombreux affrontements qui mettent à mal le pays, surtout dans les villes de Kidal et Bamako, qui connaissent une situation sécuritaire instable, d'où la mise sur pied d'une marche citoyenne pour la paix par le mouvement Trop c'est trop. Ce dernier, qui s'est illustré il y a quelques semaines
dans la lutte contre le projet de réforme constitutionnelle, envisage d'aller plus loin en réunissant la jeunesse malienne autour de l'édification de la paix dans le pays. À cet effet, les membres de ce mouvement ont déjà contacté les groupes armés, le gouvernement ainsi que l'ONU, car pendant 15 jours, ils entendent faire régner la paix au Mali à travers ce rassemblement de sa jeunesse. Notons que cette caravane concerne tous les mouvements et organisations qui estiment que cette situation a trop duré et qu'il est temps d'installer et consolider la paix dans le pays. Bien que l'itinéraire de celle-ci soit difficile et qu'il ne dispose pas suffisamment de moyens financiers, plusieurs centaines de jeunes vont se retrouver à Bamako en fin septembre prochain. Les pays de la sous-région connaissent les mêmes problèmes liés au changement climatique. Le Cameroun, le Gabon, le Congo et autres veulent parler d'une même voix à l'approche de la COP23, la conférence internationale sur les changements climatiques. Cette conférence qui se tient au mois de novembre prochain en Allemagne est déjà en préparation. Et à Brazzaville, le Congo, les pays de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, viennent de se rassembler. Il est question justement d'arrêter les positions communes à aller présenter en Allemagne lorsque se tiendra cette COP. En discuter avec qui de droit? Que s'est-il finalement passé à Bafia? La question est posée depuis ce matin. Des sources indiquent que des traces de sang auraient été retrouvées dans l'église, laquelle église accueille depuis quelques semaines maintenant la dépouille de Monseigneur Bala, du sang qui aurait été prélevé pour des examens ultérieurs. Les autorités administratives refusent de se prononcer. Nos équipes sont encore actuellement sur le terrain pour essayer de savoir exactement de quoi il s'agit du côté de Bafia. Et le décès de Monseigneur Bala a été abordé ce matin dans un entretien exclusif accordé au bi-hebdomadaire L'Anecdote par Monseigneur Victor Tonier Bakot, l'archevêque de Yaoundé démissionnaire, qui a décidé de s'exprimer autour de cette question. Dans cet entretien proposé par le journal L'Anecdote ce matin, il s'arrête également sur le débat de l'heure, le célibat des prêtres, mais également beaucoup d'autres sujets d'actualité. On peut retenir dans cet entretien cette position ferme. Le prêtre ne doit pas se marier. Salamatou Badian a parcouru cet entretien. Un prêtre, ça ne se marie pas. Monseigneur Victor Tonier Bakot est catégorique quant au célibat des hommes de Dieu. L'archevêque émérite de l'archidiocèse de Yaoundé, démissionnaire, répond à l'affaire d'un prêtre suspendu il y a quelques semaines pour avoir contracté 2 mariages dans le diocèse d'Obala, dans la région du centre Cameroun. Pour lui, le prêtre n'a de vie que celle du Christ et ne pourrait porter 2 croix à la fois en référence au sacerdoce et au mariage. Des positions exprimées dans un entretien exclusif accordé au bi-hebdomadaire L'Anecdote. Parmi les sujets, il y a également le décès controversé de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'archevêque émérite ne cache pas son désarroi face aux déclarations aussi contradictoires que saugrenues, des calomnies et d'accusations ayant trait aux réelles causes de la mort de l'évêque et le tapage médiatique observé tout autour, pour reprendre ses propos. Même si, sur ses lèvres, Monseigneur Victor Tonier Bakot laisse échapper la thèse de l'assassinat. Néanmoins, il s'interroge en ces termes: qui, quel groupe, quelle catégorie de personnes pourrait attenter à la vie d'un pasteur que j'ai connu? Car l'archevêque démontre entre ses lignes les bonnes relations qu'il entretenait avec l'évêque disparu. Il appelle à cet effet à plus de prières que de paroles qui ne sauvent pas. Par ailleurs, s'exprimant sur les ecclésioles ou églises dites réveillées qui ont le vent en poupe, Monseigneur Victor Tonier Bakot regrette que les églises ne soient plus fidèles à Jésus. Conséquence, les chrétiens catholiques et autres s'en vont chercher ailleurs. Autant de sujets qui mettent en mal l'église catholique. Et à l'archevêque émérite de prescrire la mise en œuvre de tout moyen nécessaire pour que l'église retrouve sa crédibilité et que ses ministères reviennent à l'essentiel, l'amour du Christ. Entretien exclusif à lire donc dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Anecdote, qui est dans les kiosques depuis ce matin. Et l'opération « Il faut sauver l'école » dans le nord-ouest et le sud-ouest est engagée depuis ce matin à Bamenda. C'est le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massina Ngale-Bibé, qui conduit cette campagne qui en fait est une campagne de mobilisation ou de remobilisation de la communauté éducative afin de permettre le retour aux classes à la rentrée qui est annoncée pour le 4 septembre prochain. Bamenda, la délégation est arrivée cet après-midi. C'est une pluie qui a accueilli la délégation
inondations, une pluie également qui cachait mal l'opération Ville morte qui se poursuit de ce côté. Les parents d'élèves rencontrés quand même par nos équipes appellent au retour de la vie éducative dans cette partie du pays. Norbert Ebodé est à Bamenda. Ville fantôme il y a quelques mois, Bamenda change peu à peu son visage, malgré le ghost town d'entendre Ville morte, encore observé non plus 3 fois par semaine, comme par le passé, mais une seule fois ça va le lundi uniquement. À une semaine de la prochaine rentrée, les parents rencontrés au détour des rues